Notre première conférencière, donc Mélissa Blais, va remonter aux origines du concept d'aliénation parentale et nous parler de Richard Gardner. Mélissa, elle a complété une thèse en sociologie à l'UQAM qui était intitulée « Masculinisme et violence contre les femmes, une analyse des effets du contre-mouvement antiféministe sur le mouvement féministe québécois ». Et elle entreprend actuellement une recherche postdoctorale sur les effets de la peur sur la contestation collective à l'Université de Genève. Elle est chargée de cours à l'UQAM, membre du RECEF, du GIRAF et de l'IREF. Et elle est l'auteure des livres « Jaillit les féministes » le 6 décembre 89 et ses suites. Et elle est co-directrice des ouvrages collectifs « Le mouvement masculiniste au Québec, l'antiféminisme démasqué ». Bienvenue, Mélissa. Donc, ce que j'aimerais rappeler d'entrée de jeu, c'est que la recherche universitaire exige généralement, voire tout le temps, une démarche rigoureuse qui implique, entre autres, d'interroger les théories et les outils d'analyse que l'on souhaite adopter, ainsi que leurs auteurs. Une telle démarche permet alors de dévoiler le positionnement social, voire le biais des auteurs qui peuvent interférer et qui interfèrent souvent dans la construction de leur théorie. Pourtant, ce n'est pas du tout l'exercice auquel se prêtent tous les chercheurs universitaires. À tout le moins, ce n'est pas le cas des juristes, psychologues et travailleurs sociaux consultés qui font la promotion de la théorie de l'aliénation parentale ou qui la considèrent comme valide scientifiquement. J'ai pour ma part cherché à connaître le positionnement du fondateur de l'aliénation, du syndrome d'aliénation parentale ou de l'aliénation parentale, Richard Gardner, lors de ma recherche doctorale portant sur les effets du masculinisme sur les organisations engagées contre les violences faites aux femmes. Décriée comme antiféministe par les intervenantes rencontrées, la théorie de l'aliénation parentale est aussi promue par des organisations masculinistes au Québec, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs. Il s'agit généralement de groupes de pères qui l'utilisent pour alimenter la thèse voulant que les pères soient la cible de fausses allégations de violence de la part de mères aliénantes. Je propose ici de nous prêter à l'exercice que j'ai entrepris dans ma thèse afin de manière plutôt de mettre en lumière la perspective qu'adopte Richard Gardner de la sexualité et de la différence entre les sexes. J'estime que cette démarche préalable favorise une compréhension plus fine de la théorie de l'aliénation parentale et de ses effets qui seront discutés aujourd'hui. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vraiment vous aviser que ce qui va être dit est éminemment toxique. Et c'est très sérieux. Il se pourrait que les discussions réactivent ou revivent des traumas et j'aimerais quand même, malgré moi, vous aviser que c'est problématique. Donc, qui est Richard Gardner? Richard Gardner est psychiatre et psychologue. Et ce que je retiens, c'est qu'il a majoritairement construit son expertise autour de sa pratique privée. Il est auteur de plusieurs livres publiés surtout à compte d'auteur et de quelques articles scientifiques. Il a été prolifique durant les années 1980 et 1990, et ce jusqu'à sa mort en 2003. Et c'est durant, comme le disait Isabelle, les années 1980 qu'il va développer l'essentiel de sa théorie sur l'aliénation parentale. Dans Psychotherapy with Sex Abuse Victims, True, False and Historical, il explique que sa conception de la différence entre les sexes est largement influencée par son interprétation de la théorie de la sélection naturelle de Darwin. En cohérence avec la psychologie évolutionniste, il avance que les comportements sexuels des hommes et des femmes sont programmés génétiquement depuis la préhistoire. Au final, les femmes auraient hérité de la passivité, tandis que les hommes se réserveraient l'agressivité pour une question de survie. Même s'il reconnaît que sa perspective est impopulaire auprès de ses collègues, il insiste pour dire que l'agressivité des hommes est nécessaire à leur survie et à celle de leur famille, sans quoi ils ne pourraient se défendre contre des adversaires, fort probablement le fameux mammouth. Sans prendre appui sur aucune étude, il prétend du même souffle que les hommes seraient pourvus d'une libido plus forte, une libido qui garantit la survie de l'espèce humaine. Poursuivant sur sa lancée, il estime aussi que plus les enfants ont une sexualité précoce, plus ils et elles augmentent leurs chances de transmettre leurs ADN aux futures générations. Or, lorsqu'il parle de la sexualité des enfants, il parle aussi de pédophilie. Pour le dire avec ses propres mots, je le cite,
La pédophilie sert des buts procréateurs. Évidemment, la pédophilie ne sert pas ce but de façon immédiate puisque les enfants ne peuvent tomber enceintes ni provoquer de grossesse. L'enfant attiré dans ses interactions sexuelles dès l'enfance est en revanche susceptible de devenir hautement sexualisé et de rechercher activement des expériences sexuelles. L'idéal est donc, du point de vue de l'ADN, que l'enfant soit sexuellement actif très tôt, qu'il ait une enfance hautement sexualisée avant d'entamer sa puberté. Ouais, c'est pas terminé. Donc, qui plus est, la juriste et professeure Joan Mayer a également mis en lumière les billets de Richard Gardner à propos des paraphilies. Il s'agit là aussi de billets qui teintent son analyse de l'aliénation parentale. L'aliénation parentale que je vais résumer un peu plus loin. En bref, les paraphilies sont des comportements sexuels jugés déviants et classés comme atypiques par le DSM, c'est-à-dire le manuel de diagnostic et des statistiques des troubles mentaux. Parmi les sexualités déviantes, l'on compte la pédophilie, le sadisme et la zoophilie. Dans l'ensemble, prétend Gardner, ces sexualités ne devraient pas être traitées comme des déviances car elles permettent d'augmenter le niveau général d'excitation dans nos sociétés, toujours pour des questions de survie de l'espèce. À propos de la pédophilie, il va même jusqu'à prétendre qu'il est naturel pour les hommes d'être séduits par des enfants, notamment parce que leur peau est aussi douce que celle des femmes. Tout bien considéré, poursuit-il, et je cite, « La société occidentale est excessivement moralisatrice à l'égard des pédophiles. À mes yeux, les punitions draconiennes infligées aux pédophiles vont bien au-delà de la gravité des faits qui leur sont reprochés. » Justifiant de la sorte les violences sexuelles, le psychologue pousse plus loin l'audace en prétendant que les réactions excessives dans les pays occidentaux sont le produit de l'influence juive. Au sujet du sadisme, le psychologue affirme sans hésiter que les femmes peuvent avoir du plaisir à être battues et attachées ou à être la cible de téléphones obscènes. En effet, dit-il, ce serait le prix qu'elles sont prêtes à payer pour gagner la satisfaction de recevoir du sperme. J'ai les citations si vous voulez les consulter. Si l'on s'intéresse cette fois à son analyse des mères et surtout de l'hystérie dont elles seraient nombreuses à souffrir, on ne peut que mieux comprendre son acharnement à dénoncer le soi-disant phénomène de fausses allégations en matière d'inceste. En résumé, les femmes seraient programmées pour protéger leurs enfants en se méfiant des hommes qui les entourent et de leur agressivité. La crainte du père agresseur se transmettrait de mère en fille, allant même jusqu'à se fixer dans leur cerveau. Cette empreinte cérébrale, affirme Gardner, peut amener les filles à croire qu'elles ont été agressées et donc à dénoncer faussement leur père. Tout en qualifiant ce phénomène d'hystérie, les risques de fausses allégations augmenteraient, selon lui, dans les cas où une thérapeute spécialisée en violences sexuelles contre les enfants serait impliquée. Ce risque serait surtout dû au fait que les thérapeutes croient systématiquement les enfants qui dévoilent une agression commise par le père. Enfin, sa vision de l'homosexualité n'est pas du tout étrangère à son interprétation de la sélection naturelle de Darwin. Selon Gardner, il existerait un gène de l'homosexualité qui permettrait d'assurer un certain contrôle de la population, surtout lorsque le gène hétérosexuel se reproduit en trop grand nombre. Cela dit, l'homophobie jouerait aussi un rôle important. Autrement dit, le gène de l'hétérosexualité peut devenir intolérant à l'endroit du gène de l'homosexualité, puisqu'en définitive, la limitation des naissances menace la survie de l'espèce. En somme, la perspective du psychologue sur la sexualité rejoint certains contenus sur l'aliénation parentale, sur ses travaux sur l'aliénation parentale, qui retiennent un peu moins l'attention. Pour en traiter, je vais d'abord définir rapidement ce qu'est le syndrome, l'aliénation parentale et le syndrome d'aliénation parentale du point de vue de son fondateur. Bon, tout d'abord, Gardner explique qu'en situation de séparation ou de divorce, il n'est pas rare que les parents se critiquent. Toujours selon lui, lorsque un des deux parents critique l'autre parent devant son enfant et que celui-ci en vient à croire la dénonciation du parent, le processus d'aliénation
parentale débute. Le syndrome d'aliénation parentale, ou SAP, est quant à lui plus précis et renvoie non seulement au processus d'endoctrinement du parent, mais aussi à la contribution de l'enfant à la campagne de dénonciation. Pour le dire simplement, lorsqu'un enfant dit du mal d'un de ses parents, et à plus forte raison, dit Garner, lorsqu'un enfant dénonce les violences de son père, Garner avance qu'il est fort à parier que l'enfant souffre d'un SAP, conséquence de sa mère aliénante. En cohérence avec son analyse de l'hystérie des mères abordée plus tôt, il soutient que le SAP peut prendre la forme de fausses allégations d'agression sexuelle, voire, dit-il, que 90% des enfants qui dénoncent une agression souffrent d'un SAP. Ces fausses allégations seraient le produit de la vengeance des mères contre les pères. Dans la foulée, il avance, je cite, « Dans les cas de dispute pour la garde des enfants, devant les tribunaux, des cas qui impliquent des accusations d'abus sexuels, je suis plus susceptible de conclure que l'enfant n'a pas été sexuellement abusé et que le mari est innocent du crime présumé. » Garner donne aussi des trucs aux mères pour éviter d'aliéner leurs enfants. Par exemple, si une fille dévoile à sa mère les agressions que son père lui a fait subir, il lui propose de répondre, et je cite, « Je ne te crois pas, je vais te frapper si tu dis encore cela, ne parle plus jamais de ton père de cette façon. » Face à de tels propos, le psychiatre français Gérard Lopez en vient à se demander par quel étrange mystère le chiffre noir de la criminalité constamment sous-estimé serait à ce point surestimé en matière de violences faites aux enfants, et plus encore dans le cadre particulier des divorces conflictuels. Pour répondre à cette question, je suggère encore une fois de regarder du côté de sa conception de la pédophilie, dont j'ai résumé les contenus. Mais en conclusion, comment se fait-il que malgré les billets de Garner que j'ai exposés, le SAP gagne en popularité au Québec? Tout porte à croire que l'on omet de tenir compte de sa perspective sur la sexualité. Mais évidemment, j'estime que cette réponse demeure incomplète et la question mérite une attention toute particulière. Merci.